Donc, l'impact de la révolution d'octobre en Chine. Est-ce que le charme universel d'octobre, conforté par les arguties de l'impérialiste stade suprême du capitalisme de Lénine, aurait pu convertir des nationalistes à l'internationalisme professé par Marx? Une première approximation pourrait rapprocher la révolution de février de la révolution chinoise de 1911-1912, qui a renversé une dynastie, la dynastie Qing ou Manchu, qui était à peine moins vénérable que les Romanov, qui avaient près de 3 siècles. C'est ce que se sont empressés de conclure les futurs fondateurs du Parti communiste chinois. La révolution politique a échoué. Entendons, la République est aussi démunie que l'Empire face aux monnaies impérialistes, donc elle ne résout pas notre problème. Il faut donc, comme les Russes, accomplir une révolution sociale qui nous rentrera fort. Lénine nous montre la voie. En un sens, le mouvement du 4 mai 1919, qui, à cette époque-là, est vraiment l'événement le plus important, sans aucune relation avec Octobre. C'est un grand mouvement de libération intellectuelle contre le confucianisme, contre la tradition, un peu comme les Lumières pour nous. Donc, ce mouvement effectue bien une première prise de distance par rapport au nationalisme, puisqu'il remet en question les idéaux confucéens. Le grand slogan de l'époque, c'est « À bas la boutique de Confucius », à commencer par une morale ancestrale qui prône le respect des vieillards, de la tradition, la soumission au code et au rite, la retenue et l'obéissance, etc. Mais néanmoins, même dans ce mouvement du 4 mai, qui est celui de la libération intellectuelle, eh bien, l'inspiration nationaliste demeure sous-jacente. Les idéaux sont tenus pour responsables, ces idéaux autochtones, chinois, traditionnels, de la faiblesse de la Chine, de sa soumission incessante aux impérialismes. Il faut donc se renouveler, mais pour résister aux impérialistes, donc par nationalisme quand même. L'Occident a déçu depuis qu'il s'est déchiré dans une guerre intestine et qu'il a conclu cette guerre en transférant au Japon les droits de l'Allemagne vaincue, sur la province chinoise du Shandong, qui se trouve donc à la péninsule qui se trouve à l'est, nord-est de la Chine. Et quand cette décision prise par la conférence de la paix réunie à Paris au printemps 19 par les vainqueurs, l'entente victorieuse, les étudiants de Pékin ont lancé la grande manifestation nationaliste du 4 mai 1919 qui a donné son nom au mouvement. En écho, le premier manifeste Karakhan, du nom de Lev Karakhan, le commissaire aux affaires étrangères du gouvernement soviétique, eh bien, proclamait dès juillet 1919 la restitution inconditionnelle à la Chine des droits et privilèges injustement acquis, c'est le terme même qu'il employait, par le régime tsariste. Donc ma première partie va être vraiment fidèle au sujet, à ce qu'on m'a demandé, l'impact d'octobre en Chine, donc détaillé sur 2 ans essentiellement, 1918-20, je pousserai jusqu'en 21, mais ça commence qu'en 18 et pas en 17. Et c'est vraiment en détail ces 2 années. Après, eh bien, j'irai beaucoup plus allègrement, ça sera beaucoup plus subjectif et plus contestable, à toute allure, sur ce qui se passera après, une fois le Parti communiste fondé. Donc, l'introduction du marxisme en Chine et la formation du Parti communiste chinois, 1918 à 1920. Avant octobre, la quasi-totalité des intellectuels chinois n'avaient jamais entendu parler de Marx et d'Engels. Ils avaient été exposés à toutes sortes de doctrines et d'auteurs occidentaux, mais le marxisme ne concernait pas, avant son inflexion léniniste du moins, au premier chef, un pays dépourvu de prolétariat, d'industrie moderne et de bourgeoisie puissante. Même après octobre, il faut attendre 1 an pour que Li Dazhao, premier nom chinois à retenir, donc je ne vous en donnerai pas beaucoup, mais au moins 2, Li Dazhao et Chen Duxiu, dont on parlera dans un instant, qui
est directeur de la bibliothèque de l'université de Pékin, et il attire l'attention sur la victoire des bolcheviks. C'est le titre de son article qui paraît en novembre 18, un an après octobre, donc, et qui paraît dans la revue Xin Tsingnian, qui veut dire en chinois la nouvelle jeunesse, et qui a toujours en sous-titre, d'ailleurs en français, la jeunesse. C'est le principal organe du mouvement du 4 mai. Donc, c'est dans cet article, contemporain de l'armistice du 11 novembre, un an après, Li Dazhao considère que la victoire décisive n'est pas celle des Alliés sur les Allemands, mais celle des bolcheviks, annonciateurs d'une libération universelle de l'humanité. Pour autant, la célébration du bolchevisme n'entraîne encore aucune conversion au marxisme, loin d'opérer comme Marx le renversement de l'idéalisme hegelien. Dans cet article, Li Dazhao fait preuve défend une philosophie spiritualiste de l'histoire. C'est l'esprit qui montre la voie. Néanmoins, l'intérêt pour le marxisme progresse vite, et la même revue, Xin Tsingdian, la Nouvelle Jeunesse, publie 6 mois plus tard un numéro spécial consacré au marxisme, et Li écrit à nouveau, Li Dazhao, le même, et cette fois, son article s'est intitulé « Mon point de vue marxiste ». On verra qu'il n'est pas tellement marxiste, mais enfin, pour cette raison-là, il passe pour l'introducteur du marxisme en Chine, l'initiateur, celui qui va convertir un certain nombre d'intellectuels chinois au marxisme. Donc, il est fidèle à sa conception idéaliste de l'histoire. Il avait salué dans la Révolution d'octobre une manifestation des capacités créatrices de l'esprit humain. Il consent désormais à faire une place aux facteurs d'ordre économique, mais à condition que ces changements soient accompagnés d'une transformation simultanée de l'esprit humain. Ça, autant pour le fond, quant à la documentation de Li Dazhao, introducteur du marxisme en Chine, elle est de seconde ou de troisième main, elle émane de traductions chinoises d'articles japonais qui ont paru dans les mois précédents, donc l'année 19, dans une revue de Pékin qui s'appelle Chenbao, Le Matin, en traduction. Et les articles de ce numéro spécial, à part ceux de Li, sont soit des exposés abstraits de la doctrine qui ne prennent pas parti, soit franchement critiques à l'égard du bolchevisme ou du marxisme, mais néanmoins, il y a un petit groupe d'étudiants qui se réunissent autour de Li Dazhao à l'université de Pékin, et ils fondent ce qu'il appelle une société d'études du marxisme. L'aide bibliothécaire Mao Tse-tung, à cette époque-là, de la bibliothèque, participe à ces réunions, mais il vient d'être converti au marxisme, lui, par un compatriote hunanais, sa province du Hunan, dans le centre-sud de la Chine, qui était en France, qui s'est converti en France, et qui l'a fait passer de Kropotkin à Marx. Avant, Mao et beaucoup d'autres étaient beaucoup plus attirés par l'anarchisme, les révolutionnaires, entendons, les radicaux, les extrémistes, que par le marxisme. Et voilà donc où on en est à l'apogée du mouvement du 4 mai, voilà, et de l'introduction du marxisme en Chine. Il reste que, précisons encore que Li Dazhao, il a été étudiant lui-même, en même temps que cet autre étudiant qui a traduit du japonais les articles marxistes, c'est-à-dire vraiment, d'une part, il y a évidemment le manifeste communiste, mais d'autre part, des articles de Kautsky, de Lénine, tout ça, ou des articles sûrement, pour l'essentiel, de seconde main, faits par des marxistes japonais, des gens convertis au marxisme à Tokyo. Et le déclic, pour lui, il n'a pas marché, il n'a pas accroché. Il a fait des études politiques de 1913 à 16 à Tokyo. Il n'a pas été converti. Mais c'est après octobre, grâce à l'impact émotionnel de la Révolution, qu'il s'intéresse au marxisme. C'est le léninisme qui conquiert d'emblée Li et ses compagnons. Moins, évidemment, la méthode des révolutionnaires professionnels que tout simplement le transfert vers l'Est et donc vers le sous-développement effectué par Lénine. C'est cela qui les séduit, qui se rapproche de nous, de ces pays coloniaux ou semi-coloniaux, et comme en Extrême-Orient asiatique. Que l'histoire aille inexorablement dans le sens qu'il souhaite convient très bien
à l'activiste Li Dazhao, il se résigne beaucoup moins qu'elle y aille lentement, quand on pense au temps qu'il faudra pour que la Chine arrive à développer une industrie et une bourgeoisie, et qu'il y ait une révolution contre cette bourgeoisie. Et il retient de préférence ce qu'il séduit, néglige ce qu'il rebute. C'est bien que le déterminisme marxiste lui paraît-il trop rigoureux. Bon, il observe que le même Marx, après tout, a insisté sur l'importance de la contribution des hommes à la progression de l'histoire, et il ajoute qu'en Chine, la faiblesse de la bourgeoisie permet d'aller plus vite, comme on vient de le vérifier en Russie, qui est passé en 8 mois, selon ses propres termes, Li Dazhao, du féodalisme au socialisme. L'internationalisme marxiste est très éloigné des valeurs et des préoccupations de Li Dazhao. Tous autour de lui, ses camarades qui partagent de plus en plus ses idées sont nationalistes, mais il le considère lui-même comme chauvin, tellement il est nationaliste. Mais il forge le concept de nation prolétaire, qui a été appelé un grand succès plus tard. Et donc, c'est une nation exploitée par l'impérialisme, et c'est donc le pays tout entier, la Chine, qui peut constituer une part du prolétariat mondial. Unanimement nationalistes, les compagnons de Li Dazhao le sont en tout cas moins que le deuxième nom que je voudrais vous infliger, celui de Chen Duxiu, qui est le vrai fondateur du Parti communiste chinois, et il en a été le premier secrétaire général de sa fondation jusqu'en 1927, après quoi il est devenu trotskiste. Nul n'a autant que lui décrié la nation, la tradition nationale chinoise. Pour lui, le confucianisme, c'est au fond l'infâme comme l'Église pour Voltaire, et taoïsme et bouddhisme ne trouvent pas davantage grâce à ses yeux. C'est un occidentaliste convaincu. Il combat les sinophiles nostalgiques avec le même entrain qu'Herzen les slavophiles. Il est vraiment contre la tradition chinoise obscurantiste et qui est responsable de notre retard. Il exalte la science et la démocratie, ce sont ses idéaux. Il admire la Troisième République française, c'est son idéal, etc. Il est plus lent que Li Dazhao à se convertir au marxisme, mais ça va assez vite quand même. L'autre, c'est finalement le printemps 19, lui c'est le printemps 20, en mai 1920. Et vous voyez que l'évolution se précipite après octobre. Mais avant, il n'y avait rien. Il y avait surtout des anarchistes, encore une fois. Une conversion de 1920 paraît tardive pour ces dirigeants. Il accepte sans réticence l'ensemble de la doctrine qu'il connaît extrêmement mal. Le marxisme remplace la démocratie comme expression la plus avancée de la pensée occidentale. C'était la démocratie avant pour Chen Duxiu. Lorsqu'il se convertit au marxisme, Chen Duxiu n'est plus à Pékin, il était un des collègues à l'université de Pékin de Li Dazhao. Il a été d'ailleurs arrêté et emprisonné plusieurs mois à Pékin, mais là il a fui à Shanghai, et c'est là qu'au cours de l'année 1920, il va former un petit groupe autour de lui d'intellectuels radicaux qui vont être à l'origine de la fondation du Parti communiste chinois. Il y a une expression à l'époque qu'on emploie, Nanchen Beili, c'est-à-dire au sud Chen, au nord Li, au sud Chen Duxiu à Shanghai, au nord Li Dazhao à Pékin. Voilà les deux patrons du parti en voie de formation. Comme les intellectuels radicaux sont bien sûr beaucoup plus nombreux à Shanghai, bien plus vivants et ouverts au monde que Pékin, Li demeure surtout Li Dazhao, l'initiateur idéologique, et Chen Duxiu, le fabricant du parti, qui fédère des petits groupes autour de lui. Donc, la découverte tardive du marxisme en Chine, je répète, 19, se précipite à partir de 19 et en 1920. Et Chen Duxiu, dans son travail de fédération, est sérieusement épaulé par le Comintern dans l'organisation des premiers groupes communistes. Donc, le premier congrès, en 19, avait déjà cherché en Asie une compensation au reflux du mouvement révolutionnaire européen. Je dis reflux malgré tout ce que vous venez de nous dire sur la Hongrie. Mais enfin, en 19, en dehors de la Hongrie, partout, c'est peu prometteur. Et c'est surtout le second congrès du Comintern en juillet-août 1920
où Lénine et Roy, le représentant de l'Inde, tout en n'étant pas d'accord entre eux, insistent sur l'importance des questions nationales et coloniales. Et donc, dans cette foulée, le Comintern organise en septembre à Bakou le congrès des travailleurs de l'Orient, et il y aura déjà des délégués de ce parti communiste en formation chinois qui viendront. Et à cette date, il y a déjà plusieurs mois que l'émissaire, non pas du Comintern, mais de la section de Vladivostok du bureau de l'Extrême-Orient du Parti communiste, Grigory Voitinsky, s'active en Chine. Il a travaillé et milité aux États-Unis, il connaît bien l'anglais, il est en outre accompagné d'un interprète chinois, et il rencontre d'abord tout simplement Lita Zhao à Pékin, ensuite Chen Duxiu à Shanghai, muni d'une lettre d'introduction de Lita Zhao, et il va... c'est à ce moment-là que des groupes disparates à Canton, à Shanghai, à Wuhan, à Changsha, Changsha c'est là où se trouve Mao Tse-tung, à Jinan, vont finalement se fédérer et former. Il y aura 13 membres au congrès de fondation en 21. Donc, Voitinsky, dans un rapport au Comintern d'août 1920, mentionne déjà un bureau révolutionnaire qui est l'embryon du Parti communiste chinois. Parallèlement, il y a des jeunes socialistes qui adhèrent à une ligue de la jeunesse socialiste, les mêmes ou d'autres, dont le futur président de la République, Liu Shaoqi, étudie l'anglais, le russe ou le japonais, mais pour poursuivre une carrière révolutionnaire. Et Liu Shaoqi, en particulier, ira étudier en Russie, à l'Institut Sun Yat-sen de Moscou, donc il y aura une formation marxiste à cet endroit-là dès 1920-21. Et voilà, dès ce moment-là, l'attrait de la Russie pour les jeunes intellectuels chinois supplante celui qui était celui de la France avant. Il y avait le mouvement des étudiants ouvriers en France, des étudiants qui étaient mi-étudiants, mi-ouvriers, qui devaient par leur travail financer leurs études. C'est à ce mouvement qu'appartenait Tsai Hoshen, celui qui, dans une lettre à son compatriote Mao, l'avait converti au marxisme. Donc, c'est finalement à ce moment-là, très vite, que la revue Xinjiang, organe officiel du mouvement du 4 mai, va devenir, sous l'impulsion de Chen Duxiu, l'organe du Parti communiste en septembre 1920, qui n'existe pas encore, mais elle se proclame communiste, et finalement, c'est le numéro inaugural d'un nouveau mensuel, Gongshandang en chinois, qui veut dire le Parti communiste, publié le 7 novembre 1920, bien sûr, pour le 3e anniversaire, qui publie le manifeste du Parti communiste chinois. C'est donc la fondation officielle du parti, beaucoup plus que ce dont on parle souvent, dans toutes les histoires on le répète. Le premier congrès du Parti communiste de juillet et août 1921, mais qui est quelque chose d'assez formel, que le Comintern veut. C'est le Comintern qui ordonne à Henricus Snevliet, qui est plus connu sous le nom de Maring, qui sera le second représentant après Voitinsky de Moscou en Chine. C'est lui qui, avec cette mission, vient de Moscou pour faire réunir le premier congrès donc officiel de fondation. Et en juin 22, alors que le parti existe, donc plus de 94% des dépenses du jeune et squelettique Parti communiste sont couvertes par le Comintern. À cette date, les rares adhérents sont pratiquement tous des intellectuels. Il faudra attendre les grandes grèves de 1925 pour voir affluer des prolétaires. Alors, si vous voulez, à partir de maintenant, c'est très, très différent. Ça, c'était ce qu'on m'a demandé, ce que vous attendiez de moi sur l'impact d'octobre. À partir de maintenant, bon, un survol aussi rapide, surtout dans le temps où je ne pourrais pas dire grand-chose de ce qui s'est passé depuis. Simplement en deux parties, à nouveau, de 1922, le parti qui existe déjà, jusqu'en 1949, la prise du pouvoir, et après 1949, le parti au pouvoir. Donc d'abord, un front uni. Maring est moins connu en Chine comme celui qui a l'instigateur de la réunion du premier congrès du parti que celui qui a imposé
à des dirigeants communistes chinois dont ils ne voulaient pas en entendre parler, le front uni avec la bourgeoisie nationale, pour reprendre le terme de Lénine, c'est-à-dire avec les révolutionnaires autour de Sun Yat-sen. Et donc ça va être la période à union avec la bourgeoisie anti-impérialiste, et bien sûr, où les communistes sont les petits alliés du puissant Kuomintang. Donc, simplement, il y aura ce grand mouvement dont je parlais tout à l'heure, plus impérialiste que social, d'ailleurs, plus anti-impérialiste que social, du 30 mai 25, dirigé surtout contre les Anglais, qui va attirer beaucoup de nouveaux adhérents et des prolétaires pour la première fois au Parti communiste. Et assez pour inquiéter des gens du Kuomintang. Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen meurt en 1925, et en 1926, il va déjà faire un premier coup à Canton, et ensuite contre les communistes, dont il se méfie, parce qu'il trouve qu'ils prennent trop de puissance, et en 1927, il va les massacrer à Shanghai. Cette fois, c'est la fin du Front uni, que Trotsky aura beau jeu de dénoncer. Staline voulait lui presser le citron de la bourgeoisie anti-impérialiste, et ça a échoué. Alors ensuite, la fameuse voie paysanne, disons de 27 à 49, Mao, devant cet échec, il insiste dès 27 sur la nécessité d'avoir une force armée dans cette Chine où les seigneurs de la guerre sont tout puissants, et en même temps de mobiliser les masses rurales, puisqu'il n'y a pas d'ouvriers, ou pratiquement pas. Donc, est-ce qu'on doit pour autant adopter la fameuse doxa maoïste, c'est-à-dire il y a officiellement une politique du Parti communiste inspirée de Moscou qui insiste sur des révoltes urbaines et qui va échouer et se faire réprimer très difficilement, et puis la voie féconde dans les campagnes dont Mao est l'initiateur. Donc Mao est en but, là où il est, par exemple dans ce qu'on appelle, là encore on voit l'influence de la tradition bolchevique, là donc la République soviétique du Jiangxi, une province du sud-est de la Chine, dont Mao est un des principaux initiateurs. Donc là, il est vite soumis là-dedans aux critiques que l'histoire officielle maoïste appelle gauchistes, des 28 bolcheviks formés à l'Institut Sun Yat-sen de Moscou, et qui veulent appliquer une politique de dékoulakisation, là où il n'y a pratiquement pas de koulak, il y a très peu de paysans riches, dans ces fameuses républiques soviétiques du Jiangxi. Bon, en fait, n'exagérons pas ni le rôle du Kuomintang, qui ignore les communications sont tellement difficiles, surtout une fois que le Parti communiste est pour l'essentiel réfugié dans les campagnes. En 1930, un précorps, ou la correspondance internationale, publie une notice nécrologique élogieuse du leader paysan Mao, c'est Mao Tse-tung, qui est mort de tuberculose, vous voyez, et il vivra encore 46 ans à l'époque. Donc, et de toute façon, Staline, outre son ignorance, son peu d'informations sur ce que font les communistes chinois, il fait passer l'intérêt prioritaire de l'URSS bien avant. D'ailleurs, il méprise et les paysans et ce parti paysan, et il n'attache pas d'importance. À partir de décembre 1936, quand un général du Kuomintang nationaliste, Jiang Xueliang, arrête Chiang Kai-shek pour le contraindre, le slogan étant « Des Chinois ne combattent pas les Chinois, notre ennemi c'est le Japon ». Et il faut résister aux menées japonaises en Chine, et on ne pas se combattre entre nous. Donc on l'arrête pour qu'il cesse de combattre. Lui, Chiang Kai-shek veut tout simplement se débarrasser. Il est aussi nationaliste que les autres et plus conscient de la faiblesse de la Chine face à l'impérialisme japonais. Mais il se dit, la première chose, il faut que je liquide les ennemis intérieurs, en premier lieu les communistes. Donc lorsqu'il est arrêté en décembre 1936, c'est le fameux incident de Xi'an qui aura des répercussions importantes. Donc à Bao'an, où se trouve à l'époque Mao Tse-tung, il était très heureux de cette révolte, et alors que la Pravda dénonce le trait de Jiang Xueliang qui a arrêté Chiang Kai-shek, parce que Staline compte surtout sur les forces du gouvernement chinois pour résister aux Japonais et protéger l'extrême-orient soviétique autant que possible. Donc, par exemple, en France, c'est pareil. J'ai lu l'Humanité à l'époque-là. Au début, on le dénonce
on est très heureux, on fête cette arrestation de Chiang Kai-shek. Après silence de 2 jours, ça c'était le 12 décembre, le 13, cette réaction analogue à celle de Mao, mais elle est très différente à Moscou, et donc silence 2 jours, et le 16 décembre, l'UMA française adopte le point de vue officiel de Moscou et dénonce le traître. Bon, durant toute cette interminable guerre, Staline demeure beaucoup plus préoccupé d'assurer, encore une fois, la sécurité de l'Extrême-Orient soviétique que de promouvoir la révolution en Chine, dans le pays le plus peuplé de la planète. Il signe en août 1945 un traité d'amitié et d'assistance mutuelle avec le gouvernement nationaliste chinois. 2 ans plus tard, en 1948, il envoie Mikoyan auprès de Mao pour lui conseiller, alors que la victoire est en vue à ce moment-là, de ne pas franchir le Yangtze-Kiang, d'abandonner le sud à Chiang Kai-shek et de rester dans le nord. Et lorsque, en Mandchourie, l'armée rouge soviétique, le long de l'ancien chemin de fer de l'Est chinois qui était russe avant, et que par cet accord de 1945 avait été transmis à l'URSS, eh bien, quand il occupe des villes, il attend que le Kuomintang, l'armée nationaliste, soit en force et présente pour la lui remettre, et non pas aux communistes chinois qui sont tout près dans les campagnes. Lorsque le gouvernement, la défaite est inévitable pour Chiang Kai-shek, et qu'il se réfugie donc de Nankin, sa capitale, à Canton, il y a un ambassadeur pour l'accompagner dans sa fuite, dans sa retraite, c'est l'ambassadeur soviétique. Bon, voilà. Donc, est-ce que on peut parler d'une révolution paysanne? La révolution chinoise n'est pas davantage une révolution paysanne que Octobre n'est une révolution prolétarienne. Bon, je vais aller vite parce que je vais être trop long, mais alors, là, le mouvement paysan lui-même, et il y en a un en dehors de celui qui est initié par les communistes, il est ce mouvement paysan autonome, il est défensif et particulariste. C'est toutes les atteintes au statu quo. Ce n'est pas une révolution pour changer cet ordre injuste dont les paysans sont les premières victimes. C'est tout simplement quand il y a quelque chose de nouveau, un impôt très lourd, où on vous demande trop de soldats, où il y a des abus d'un propriétaire foncier et de ses agents qui sont vraiment trop exigeants. Donc c'est quand il y a un changement et on résiste. C'est défensif et particulariste. Si les troupes qu'on a mis dans une région, le pouvoir les envoie ailleurs, bon, ben, que c'est le tour d'autres, ça suffit. C'est à l'opposé d'une stratégie révolutionnaire offensive et universaliste. Et Mao lui-même, en 1930, quand il commence cette aventure dans les campagnes de mobilisation des paysans, il déclare que les masses paysannes sont froides et réservées. Et effectivement, elles ne tiennent pas. Pourquoi elles sont dans une aventure comme une révolution, cette folie-là? C'est ce que pensent beaucoup de gens. Alors, là, finalement, quand il y a l'échec de la République soviétique du Jiangxi en 1934, la longue marche vers le nord est présentée comme une longue marche, c'est l'expression chinoise « beifang kangzhe », ça veut dire aller vers le nord pour résister aux Japonais. En fait, c'est une retraite parce qu'il faut préserver le capital de la révolution qui est l'armée rouge, et on va vers le nord, on va vers le nord-ouest, la périphérie nord-ouest, et non pas le nord-est où se trouvent les Japonais, parce que c'est une région pauvre où on peut faire retraite pendant un moment. Donc, mais est-ce que cette révolution devient tout d'un coup, pendant la guerre, nationaliste, conforme à son essence, sa nature originelle anti-impérialiste? Bon, en un sens, on peut dire oui, Mao, en 1971, il reçoit une délégation de syndicalistes japonais et il dit carrément, il reconnaît l'évidence, sans l'invention japonaise de 1917, le régime communiste n'aurait jamais pu s'instaurer en Chine. Donc elle est née de la guerre impérialiste, c'est sûr, cette révolution chinoise. Est-ce qu'on peut faire une lecture sociale de cet enracinement rural des communistes? Je crois que ceux qui suivent les communistes, qui adhèrent, c'est l'élite culturelle et sociale, donc des fils de propriétaires fonciers qui ont pu faire des études, ou des instituteurs revenus au village. Et c'est le patriotisme
plus que le radicalisme social qui amène des gens. Les paysans finissent par adhérer, ou des fois ils adhèrent très vite, par panique. Si la menace japonaise est telle, les communistes ou d'autres, tous ceux qui peuvent résister aux Japonais, peuvent nous protéger. Mais c'est tout. Ils ne crachent pas dessus quand les communistes vont diminuer l'impôt ou la rente foncière, le fermage, mais il arrive qu'ils remettent en cachette aux propriétaires fonciers le complément au-dessus de le taux plus bas qu'ont fixé les communistes. Peut-être par peur qu'ils reviennent plus tard et qu'il y ait une vengeance, aussi par paternalisme souvent, persistance d'un lien, ou des fois des liens de clan, à l'égard des liens affectifs entre voisins ou membres d'un même clan, qui expliquent cette réticence tenace à prendre position contre le maître. Bon, en 41-42, lorsque il y a Peng Dehuai, le fameux Peng Dehuai qui sera dénoncé par Mao beaucoup plus tard, donc après la réunion de Lushan en 1959 pendant la famine du Grand Bond, donc il est le général qui lance l'offensive des 100 régiments contre les Japonais en 1941. Bien sûr que Mao est très réticent, il est furieux de cette initiative et il essaye de la contrer. Pour lui, officiellement, il faut mettre en avant la résistance patriotique des communistes aux Japonais, à l'envahisseur impérialiste. Mais il faut surtout réserver ses forces pour l'ennemi véritable, le Kuomintang, avec lequel on s'expliquera après. Alors, donc, cette initiative de Peng Dehuai, d'ailleurs, Mao a tout à fait raison, il a bien prévu les zones communistes autour de Yan'an, c'est Yan'an qui est devenu la capitale, dans le nord-ouest, la province du Shenxi de la Chine, eh bien, se réduisent de moitié à la suite, parce que les Japonais réagissent. Et ça leur est facile de réagir très, très vite. Donc, parmi les autres, je répète, on ne voit pas plus de paysans pauvres que spécialement, par ceux qui suivent les communistes. Il y en a quelques-uns, bien sûr qu'il y en a. En gros, c'est une différence d'âge. À 40 ans, beaucoup de paysans ne sont pas intéressés par cette révolution et n'y croient pas. C'est les jeunes, c'est parmi les jeunes. S'il y a une coupure, s'il y a le critère d'adhésion au slogan communiste et d'activisme chez les paysans, il est d'âge et non pas social. Ce ne sont pas les plus pauvres, mais surtout, je répète, s'il est social, c'est les plus riches d'abord qui ont fait des études. C'est tout pour finir. Cette guerre finit par une guerre civile, c'est-à-dire aussi bien octobre qu'une guerre civile. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'une révolution. Je vois qu'il faut que je m'arrête. Je ne dirai rien sur l'aventure au pouvoir, les relations entre la mère, la révolution mère et l'autre après. Mais c'était surtout les premières années qui me semblaient être ce que je devais dire aujourd'hui.